Avec la naissance de la photographie, les œuvres d'art à base de peinture perdent leurs caractéristiques de moyens privilégiés de reproduction objective de la réalité. Beaucoup de peintres s'essayèrent à imaginer une réalité déformée afin de susciter au spectateur une réaction émotionnelle. L'expressionnisme en est un parfait exemple. Apparu au début du XXe siècle, ce genre toucha de multiples disciplines artistiques telles que le théâtre, la musique, l'architecture et bien sûr le cinéma. Peu avant le cinéma, c'est en peinture que l'expressionnisme éclot. Alors que l'impressionnisme en est encore à décrire la réalité physique, l'expressionnisme, en contre-réaction, met en scène les attributs influencés par la psychanalyse et le symbolisme, et prend ainsi une place importante au début du XXe siècle, notamment en Allemagne. Les caractéristiques esthétiques majeures de l'expressionnisme en peinture sont la distorsion des lignes et de couleurs très vives. L'objet représenté n'est plus important. Il n'est plus qu'un prétexte d'une expression bien souvent pessimiste du peintre. Herwart Walden, un critique d'art et fondateur du magazine Storm sur l'expressionnisme, définit ce dernier ainsi. Un art qui donne forme à une expérience vécue au plus profond de soi-même. Il ajoute, l'expressionnisme n'est pas un style ou un mouvement, c'est une perception du monde. Rudolf Kurz, rédacteur en chef d'une revue artistique, donne une autre définition. L'expressionnisme n'est pas un genre artistique, mais l'expression d'une crise mondiale. Au théâtre, les personnages sont conçus comme des types abstraits et non comme des individus. Leurs actions ne sont pas motivées psychologiquement. Les gestes des acteurs sont expressifs et non naturalistes. Le tout est accompagné par un jeu de lumière. En architecture, c'est la recherche de formes symboliques et archétypales comme la cave, la tour ou encore le cristal. La discipline la plus marquée par l'expressionnisme en Allemagne est sans doute le cinéma, avec des réalisateurs comme Fritz Lang, Murnau ou encore Robert Wiene. Dans le cinéma, l'expressionnisme est considéré comme un mouvement d'avant-garde. Il a été fondé à Munich en 1910. Ihr sollt das verfluchte Lied nicht singen, habe ich euch gesagt. Könnt ihr denn nicht hören? Il va prendre le relais sur les autres arts en appliquant une stylisation géométrique des décors, contraste saisissant d'ombre et de lumière, emploi du clair-obscur, tel est le climat caractéristique qui aspire à montrer une optique déformée de la réalité. Pour que les opérateurs cinématographiques puissent utiliser toutes les ressources de la photographie d'art, il fut décidé que les films seraient tournés uniquement en studio. Le cinéma muet allemand est resté symboliquement associé à l'expressionnisme. De nombreux longs-métrages muets ont marqué ce mouvement, comme Nosferatu, Le cabinet du docteur Caligari ou encore Faust, une légende allemande. Quelques films postérieurs seront réalisés dans le même style lors du passage au cinéma sonore, comme M le maudit de Fritz Lang. So, jetzt kommt der Höfe dran. Ja, von 1 bis 88. Der nächste. Plus tard, d'autres cinéastes utiliseront des éléments de l'expressionnisme cinématographique, comme Hitchcock ou Orson Welles, tout en adoptant une esthétique beaucoup plus mûre et éloignée de l'excès théâtral. 196. Hauptstraße 89. Il est primordial de considérer l'environnement duquel de telles œuvres ont pu voir le jour, car celles-ci restent le témoignage d'une réalité contemporaine ayant imprégné tout un peuple. Le cinéma expressionniste allemand vit le jour au cœur d'une nation cherchant à se reconstruire suite aux ravages de la Première Guerre mondiale.
laissant ainsi une populace bordée par la misère dans un contrôle punitif qui renferme ce peuple meurtri sur lui-même, bien souvent dans ses instincts les plus bas, reflant tout ce qui pouvait composer ses anciennes valeurs. L'Allemagne s'efforça de se réorganiser et de renaître par la ferme prise en main du peuple. Il y eut alors, dès 1920, une reprise de la censure nationale. Le gouvernement allemand, le Reich, gardait un contrôle sur tout produit culturel afin de mieux gérer son peuple, mais aussi faire en sorte qu'il reste malléable et docile. Car malgré tout, la défaite de l'Allemagne aurait été un traumatisme fatal pour tant de citoyens. L'élan populaire intime de revanche et de reconquête perdurera des années durant et amènera progressivement les événements qui aboutiront à la Seconde Guerre mondiale. Le Reich ne cessera alors de chercher à dédramatiser le conditionnement du peuple, tout en instituant une propagande motivant les esprits dans cette idée de renouveau de l'Allemagne, afin de s'émanciper des pays qui l'ont mise à genoux, notamment en contrant l'hégémonie des films américains ou même français et en s'affirmant en tant que tel. Divers films ont alors été produits pour faire face aux films étrangers, emplis d'action et de suspense, avec l'idée que le cinéma allemand pouvait s'imposer de lui-même par son originalité et ses subtilités. Être reconnu sans pour autant forcer sa propre publicité. Ils furent produits par l'UEFA, dont le souhait intime était de mettre l'art au service de la propagande. Par cette réflexion, les productions de documentaires de propagande explicite furent alors remplacées par des films de fiction, en s'inspirant notamment des modèles de super spectacles italiens, relatant de grands événements historiques sur un ton presque théâtral et magistral, atteignant les sommets de l'art. Au travers de cette nouvelle vision du film de spectacle allemand, vers fin 1920, les films de Lubitsch, première production allemande d'après-guerre projetée à l'étranger, avaient la particularité de solliciter la curiosité d'un public qui savait apprécier leur authenticité ainsi que leur semblant de franchise, car il s'agissait de films moins flatteurs, mais plutôt humanisés. Ils étaient exprimés dans leur grandeur réelle, avec des personnages sans scrupules, ayant la main mise sur autrui, et démontrant la réalité de telles machinations contre la liberté et le bonheur. Ce sont ces films, particulièrement pour la patrie allemande, qui participèrent à cette idée que l'histoire infligée au peuple est parfois injuste et que le vrai citoyen doit émerger de la foule. Bon nombre de films de la mouvance expressionniste traiteront en fait de la condition donnée d'un homme, tel un monologue de l'esprit, bien souvent sur des dilemmes liés au destin, la tyrannie, la rébellion, le chaos, et ce, dans une forme artistique singulière, très empreinte à véhiculer l'émotion, le ressentiment, l'expérience. Ils révélèrent les recoins les plus enfouis de la mentalité allemande. Il s'agissait d'opportunités pour ce peuple renaissant à une introspection sur les valeurs de l'humain, sur les caractères de l'individu, de la société, des masses, sur ce qui fonde un pays, ou sur ce qui devra être fait aux yeux de la populace pour rebâtir l'Allemagne fissurée. Il est important de comprendre les moyens de production mis à disposition des réalisateurs allemands lors de cette période expressionniste. En effet, tout d'abord, les décors peints sur toile, comme on peut les retrouver chez Robert Weineux, ne sont pas nés exclusivement d'envie artistique de réalisateurs ou de décorateurs, mais ont été en quelque sorte imposés suite à des restrictions budgétaires. De plus, après la guerre, les produits allemands étaient en général boycottés par l'étranger. Les studios de production ont donc compris que ce qu'ils pourraient exporter ne seront que des chefs-d'œuvre. Ils ont ainsi eu une politique très audacieuse, bien que risquée, et ils n'ont pas hésité à produire des films très originaux et inventifs. La plus grande société de production allemande de l'époque, l'UEFA, est née en 1917, avant tout pour rivaliser avec le cinéma hollywoodien, et pousser ainsi le peuple allemand à regarder des films allemands. Située à Berlin, l'UEFA démarre avec un budget de 25 millions de marks et ses principaux actionnaires sont l'État allemand et la Deutsche Bank.
L'UEFA trouve très vite le grand public, notamment en produisant les comédies de Lubitsch dès 1918. Suite au succès de Lubitsch, ce dernier sera invité à travailler aux États-Unis et ouvrira ainsi une brèche pour la fin du boycott international du cinéma allemand. Après que l'État se soit retiré en 1921, l'UEFA, copiant immédiatement la politique d'Hollywood, absorbe les sociétés indépendantes les plus inventives, comme celle du producteur Eric Pommer, la Decla Bioscope, ou encore celle de Jomé, pour laquelle travaillait alors un certain Fritz Lang. C'est pendant les années 1920 que les studios de l'UEFA connaîtront une heure de gloire, aussi bien publique que critique, en produisant notamment les films de Fritz Lang, comme Metropolis ou Le Docteur Mabuse, les films de Murnau lors de sa période allemande, et bien sûr, en 1930, c'est le succès planétaire avec L'Ange bleu de Joseph von Sternberg. Ces films s'exportent aussi bien aux États-Unis qu'en France et détruisent donc le blocus qui avait été érigé face aux films allemands suite à la guerre. Malgré ces succès, l'UEFA va connaître une crise, notamment due aux difficultés d'exportation. En effet, en 1927, les grands cinéastes allemands commencent à s'exiler aux États-Unis. Les films américains sont de plus en plus populaires sur le territoire allemand et la superproduction Metropolis de Fritz Lang s'est avérée très coûteuse, notamment par la construction d'un immense plateau de 2200 mètres carrés. Alfred Hugenberg, chef du Parti national du peuple allemand et qui sera membre du premier cabinet de Adolf Hitler en 1933, est alors appelé pour recapitaliser les studios. Avec l'arrivée des nazis au pouvoir, de nombreux techniciens et réalisateurs allemands s'enfuirent, soit par contrainte, soit par choix, et le cinéma expressionniste tente à disparaître. On peut distinguer deux formes de cinéma expressionniste. La première, s'étalant de 1919 jusqu'au milieu des années 1920, est appelée caligarisme, en référence immédiate avec le film de Robert Wiener. Cette première période pourrait presque être dite comme caricaturale, tellement les caractéristiques de ce cinéma sont poussées à leur paroxysme. Dans une seconde période, durant la seconde partie des années 1920 jusqu'au début des années 1930, les auteurs semblent s'être assagis et le style devient beaucoup plus subtil. Ce qui frappe en premier dans un film expressionniste, c'est la déformation du décor. Les décors sont très souvent abstraits, avec des motifs géométriques très marqués, et on n'hésite pas à peindre sur le décor, comme ici, dans Caligari, pour représenter les ombres et la lumière. L'architecture du décor est donc essentielle et très travaillée dans les films expressionnistes. Les lignes sont elles aussi très travaillées, et on retrouve ainsi des décors aux lignes obliques et brisées, dans lesquels aime se balader Méphisto dans le Faust de Murnau. Le décor ne répond à aucune logique. On s'éloigne de la réalité pour avant tout véhiculer des sensations. Cela place l'histoire, les personnages et donc le spectateur dans un monde déchiré où la peur règne, un monde en perte de repères et de stabilité, un monde sur le point de s'écrouler. Bref, nous sommes souvent dans un chaos ambiant où tout le monde se perd. L'éclairage dans les films expressionnistes est très remarquable. On emploie très souvent le clair-obscur avec un jeu d'ombre et de lumière très saisissant. Tout comme pour les décors, l'éclairage est travaillé d'une manière non réaliste, et on y cherche avant tout la symbolique. Là aussi, on cherchera à créer quelque chose d'inquiétant en projetant les doutes et tourments des personnages, matérialisant les angoisses de la société en crise. Les ombres peuvent venir encadrer, ou plutôt enfermer les personnages, les immobilisant dans un monde à part ou les empêchant d'en sortir. Le personnage ne peut ainsi plus bouger, pris au piège de la lumière, il n'a plus aucune issue, plus aucun autre choix que celui de la fatalité de son destin. Rien, absolument rien ne pourra venir l'aider pour lui permettre un nouvel horizon. Encore une fois, tout ceci témoigne de l'état d'esprit de la population allemande de l'entre-deux-guerres.
Les ombres se projettent dans tous les sens, donnant une réelle un moment de mise en place. La lumière, et plus précisément l'ombre, est un personnage à part entière. Le jeu d'acteur est aussi très remarquable dans le cinéma expressionniste allemand. Avec un jeu aux antipodes du réalisme, les acteurs adoptent un jeu appuyé et accentué jusqu'à son paroxysme, au point de pouvoir sembler par moments totalement exagérés. Ils en arrivent même à ressembler à des marionnettes gesticulantes, semblant prisonnières de leur corps. Être prisonnier d'un corps, être prisonnier d'un état, tout ceci concorde avec le sentiment ressenti par la société allemande de l'époque. Plus aucune issue ne semblait possible. Toute une grande nation sur le déclin, sans aucun échappatoire possible, était alors incarnée dans un César, un Nosferatu, ou même encore dans un Orlac. L'acteur se devait d'incarner totalement le personnage pour faire passer les caractères et sentiments de celui-ci par son corps et avant tout par son corps. Le maquillage entre aussi dans la danse et est souvent lui aussi très appuyé et marqué, venant souligner les expressions. On retrouve souvent les mêmes thèmes scénaristiques dans le cinéma expressionniste. Ainsi, on passe par la folie à travers le dédoublement de la personnalité, comme dans Caligari ou dans M. L'angoisse et le chaos de la société, le thème de tyran, comme dans Le Golem de Paul Wegener, la trahison ou encore la déshumanisation de l'homme dans Le Dernier des Hommes de Murnau. Mais surtout, on a presque toujours affaire à une dialectique du bien et du mal. Le cinéma allemand tendra par ailleurs vers un penchant plus épuré par rapport à l'expressionnisme, sans pour autant s'en détacher catégoriquement. Il s'agit du Kammerspiel, film de chambre en français, renvoyant directement au théâtre, dont la particularité réside dans le peu de personnages et de lieux, avec un accent prononcé sur la mise en scène et les éclairages tamisés, souvent à huis clos, au travers de mélodrames centrés sur la psychologie distinctive des personnages, leurs choix moraux et les forces obscures habitant leur psyché. On y relate des thèmes contemporains en donnant au spectateur une vision objective de la réalité quotidienne. Il est plongé dans l'âme du protagoniste, le rendant à la fois juge et partie. La mise en scène et le jeu d'acteur insistent dès lors davantage sur le figuratif et l'impact que peuvent avoir les sincères émotions, les silences et le non-verbal, l'amplitude de la gestualité. En bref, c'est une tendance typiquement liée à l'esprit allemand de l'époque, bercé alors par l'angoisse existentielle. En 1922, Murnau réalise un film qui marquera le cinéma expressionniste allemand, et plus généralement l'histoire du cinéma. Ce film, c'est Nosferatu, inspiré par le roman de Bram Stoker, Dracula, publié en 1897. L'histoire se passe en 1838, où le jeune notaire Hutter se rend en Transylvanie afin de conclure une transaction immobilière avec le comte Orlok, qui s'avère être en fait Nosferatu. Le vampire tombe par hasard sur un portrait de la jeune fiancée de Hutter, Hélène, et décide alors d'acheter la maison proposée par le notaire, qui s'avère être juste en face de celle du couple. Sur son chemin, Nosferatu répand la terreur et la peste. Dracula, vivant le conflit de l'ombre et de la lumière, semblait être parfait pour le cinéma expressionniste. C'est ainsi que Murnau le traite, avec un très gros travail sur la lumière, et surtout sur les ombres venant symboliser la peur. Le film repose sur la claustrophobie et nous sommes ainsi plongés dans les ombres. Le temps est distordu, comme dans la fameuse scène du déménagement de Nosferatu. Et certaines scènes semblent être vues depuis l'œil d'un être démoniaque. Une réelle symphonie de l'horreur, comme nous prévient le sous-titre du film.
La lumière symbolise aussi le combat du bien et du mal, thème cher à l'expressionnisme, et est traité par la noirceur du vampire et la pureté de la jeune Hélène. Contrairement à la tendance de l'époque, Nosferatu est tourné dans des décors réels. Mais les rues et bâtiments choisis donnent d'eux-mêmes l'ambiance angoissante et irréelle du film. Max Schreck, interprétant Nosferatu, livre une prestation grandiose en restant dans l'immobilité et en utilisant à la perfection les contractions de son visage et retranscrit ainsi la solitude, la folie et l'horreur. Bien qu'étant loin du caligarisme, Nosferatu possède donc de nombreuses caractéristiques du cinéma expressionniste allemand et s'avère être un chef-d'œuvre du mouvement. Autre film notable de Murnau, Le Dernier des Hommes, en 1924. Celui-ci est un film qui se démarque des autres par sa narration plus traditionnelle et la simplicité de son histoire, en opposition avec la fantasmagorie des films comme Nosferatu, Faust, l'horreur. En ce sens, ce film constitue une figure édifiante de la période Kammerspiel. En effet, on s'en tient à la vie d'un vieux portier d'un hôtel luxueux, dont le bonheur se fonde sur sa stature et le semblant de prestige de son uniforme aux yeux des autres. Son monde s'écroule alors sous ses yeux, lorsqu'il se voit remplacé par un portier plus jeune que lui, obligé de restituer son uniforme symbolique et condamné à un poste ingrat dans les toilettes de l'hôtel. L'homme déchu fera tout son possible pour regagner sa dignité et le respect de ses proches, allant jusqu'à voler l'uniforme et rentrer le soir chez lui, comme si de rien n'était, telle la figure qu'il a toujours été. Mais de retour à cette réalité tragique, il sera finalement rejeté par les siens et délaissé à son sort, comme un moins que rien. Ce film reste tout aussi remarquable par la volonté de Murnau de n'avoir eu recours à presque aucun intertitre, si ce n'est lors de la fameuse fin que nous allons voir par la suite, mais plutôt de concentrer la narration sur le jeu de mouvements de caméra, de lumière, de décor et bien sûr, le jeu d'acteur. Car tout est ressenti au travers du personnage du vieux portier et l'expression de sa vie et de son destin. Durant l'entièreté du film, l'atmosphère qui est ressentie est liée à la perception de ce portier et l'idée qu'il se fait du monde qui l'entoure, la taille des décors pouvant sembler exagérée, comme à l'hôtel. Dès le début, on comprend l'entrain et l'implication qu'il manifeste au travers de son métier, malgré la pluie. Cependant, son âge avancé lui impose des douleurs qui essoufflent sa bonne volonté. Cette simple valise en contre-plongée et la détresse sur son visage impliqueraient presque un réel danger. Ceci mènera directement à la perte de son poste. Il reste néanmoins fidèle à l'image qu'il incarne. On dénote ici le début du film, où le personnage est présenté bien droit, en contre-plongée, ce qui contrastera directement avec la suite. Le vieux portier reste dépendant de sa stature, du respect de son uniforme et du regard des autres. Il n'est reconnu et ne subsiste que par ce biais. Le jeu d'acteur est très expressif et témoigne directement du rapport à la vie de chaque protagoniste. Ainsi, la perte de sa place de portier tranchera sur toute l'atmosphère du film, en opposition avec cette première partie d'exposition. C'est une véritable déception, appuyée par les expressions du visage et du corps, car il n'aura alors de cesse de se morfondre et de s'affaisser physiquement dans son déclin. Bon nombre de mouvements de caméra ou effets visuels exceptionnels pour l'époque viendront souligner la singularité de ce film, comme pour la scène d'ouverture suggérant un ascenseur. Ce plan, à travers une porte vitrée ayant directement inspiré Citizen Kane. Ce travelling lors du vol de l'uniforme, suivi de son plan symbolique de la culpabilité, avec l'hôtel s'écroulant sur lui.
cette scène d'ivresse. Ou encore la confrontation avec la réalité. Quant à la disposition de la lumière, elle participe souvent à ternir et accabler le personnage du vieux portier pour accentuer sa misère. Le juger en face à face, l'exposer à son infortune, ou pour suggérer une ambiance dans les décors assez sobres des appartements ou celles des quartiers populaires. Pour ce qui est de la fin du film, elle ne peut que stupéfier le spectateur, puisqu'il s'agit d'une note d'excuse où le réalisateur prétend prendre finalement en pitié le sort du vieux portier, en décidant de lui accorder ainsi une fin plus heureuse. Par un retournement de situation inattendu, le portier hérite tout simplement d'une fortune insoupçonnée et devient généreux envers ceux qui ont de la considération envers lui. On peut voir là une volonté moralisatrice vis-à-vis de cette tragédie trop brutale qu'aurait été la fin du vieillard, livré à son funeste destin. Tant il était facile pour le citoyen typique allemand de reconnaître une partie de son quotidien dans ce film. Certains historiens avancent une volonté, voire une pression de l'UEFA, d'insuffler une vision moins fataliste aux spectateurs allemands. Et nous avons pu voir précédemment quelle a pu être leur position quant à cette idée de l'art au service de la propagande. En 2026, l'industriel Joe Fredersen dirige une gigantesque ville métropolis. Elle est construite entièrement à la verticale et séparée en deux. En haut, le quartier puissant, où la classe supérieure de Métropolis y vit dans la paix, la joie, l'harmonie et l'insouciance. Alors que dans la ville ouvrière, souterraine, les travailleurs rentrent chez eux dans de lugubres demeures. L'humanité semble avoir déserté les lieux, tant les machines imposent leur rythme et guident les pas et les gestes des hommes. Freder, le fils de l'industriel Joe, s'aventure dans les entrailles de la cité et découvre que des milliers d'ouvriers se tuent littéralement à activer des machines qui ne produisent rien, mais qui réclament leur lot quotidien de morts et de blessés pour permettre à Métropolis de perdurer. C'est également dans ces lieux que Freder fait la connaissance de Maria, jeune femme engagée qui prêche l'espoir et fait naître chez ses ouvriers une espérance d'amélioration. Cet espoir effraie Joe Fredersen. Il leur donne ainsi à l'ingénieur et savant fou Rotang de créer un robot à l'apparence de cette jeune Maria pour semer la discorde entre les ouvriers. En réalité, les ouvriers sous l'influence de la fausse Maria vont détruire les machines, dont la machine M, et vont provoquer ainsi l'inondation de la ville. Dans ce long métrage, les ouvriers symbolisent le prolétariat, opprimé par le capitalisme, et les formes des décors en ligne verticale et horizontale, soutenus par quelques plans en surcadrage, emprisonnent ces travailleurs. On peut aussi remarquer un petit clin d'œil à la France, dans la scène de révolte où les ouvriers qui symbolisent le peuple soulèvent en triomphe le robot, à l'image de Maria, qui rappelle à cet instant la Marianne française. La musique renforce cette analyse, puisqu'il s'agit des premières notes de la Marseillaise. Contrairement à Caligari ou Nosferatu, Metropolis incarne une solution ultramoderne. Des éléments attestent toutefois d'une revendication expressionniste. Les ombres qui se glissent dans les souterrains, les croix déployées en éventail, ou encore la maison biscornue et tortueuse de Rotang, le savant fou. D'ailleurs, le film repose sur le thème classique du dédoublement et de l'affrontement du bien et du mal. Au niveau du montage, Fritz Lang se permettra une expérience de pur cinéma
lors de la danse des voiles effectuée par la Fosse Maria. Le cinéaste allemand nous offre alors un montage rythmé, empreint de modernité et visuellement époustouflant. 1931, ultime film de Murnau. Tabou, co-réalisé avec Robert Flaherty. L'action se passe sur l'île de Bora Bora. Matti, jeune pêcheur, est amoureux d'une belle femme, Riri. Or, vu la grande beauté de cette jeune femme, ainsi que sa vertu et son sang noble, le prêtre et chef de l'île, Itu, l'a déclarée tabou, et ainsi elle devra rester vierge pour être consacrée aux dieux. Les deux amoureux prennent alors la fuite. Le film est découpé en deux parties. La première, le paradis, relate l'amour idyllique entre les deux jeunes, dans le cadre paradisiaque de l'île de Bora Bora. La seconde, le paradis perdu, montre la fuite et la fin tragique des deux amoureux. Tourné dans des décors réels, loin, très loin des studios. Lumière qui semble la plupart du temps naturelle. Jeu d'acteur à des années-lumière de ce que le cinéma expressionniste nous réservait. Le tout co-réalisé avec l'un des plus grands documentaristes de l'époque, en la personne de Robert Flaherty. Tabou semble être à première vue tout, sauf un film expressionniste. Or, si on y regarde de plus près, on peut voir, ou plutôt admirer, un travail exceptionnel et d'une qualité époustouflante sur la lumière en extérieur, notamment lors des scènes de nuit. Les ombres viennent par moments emprisonner les amoureux, s'engouffrant dans la passe que leur réserve leur amour. Un immense travail est aussi effectué sur les reflets de l'eau et la mer devient à la fois lyrique et puissante. La beauté et la poésie du film ne viennent pas uniquement des somptueux paysages, mais la photographie y joue un rôle important. Le thème du film où l'on passe du bonheur à l'horreur, un réel paradis perdu, est aussi en adéquation avec la mouvance expressionniste. Murnau dirige les acteurs en s'inspirant directement de peintures et gravures allemandes, les mettant ainsi dans l'immobilité et les plongeant donc dans le fatalisme. Il est à noter que ceux-ci trahissaient les principes de Flaherty, puisqu'il croyait à l'authenticité de la mise en scène, ou plutôt de la non-mise en scène. Il s'agit donc là d'un film rayonnant, résumant à lui seul ce qu'est le cinéma expressionniste dans ce qu'il a de plus profond et de plus intime. Image d'un homme lancé à la poursuite de son rêve, utilisant toutes ses forces jusqu'à s'en épuiser pour atteindre son but, et, lorsqu'il le touche enfin, lorsque le bout de ses doigts sont posés sur ce rêve, le perd à jamais, rejeté dans les méandres de sa solitude, vaincu par la malédiction du tabou. Tragique destin pour Matti et tragique destin pour Murnau qui périra dans un accident de voiture 8 jours avant la projection de son film. Alors que les films expressionnistes arborent un style de moins en moins appuyé, ils tendent au début des années 1930 à s'éloigner des caractéristiques qui leur sont propres. En effet, les dernières années du muet montrent une nette évolution en faveur du réalisme. Les films commencent aussi à mettre en avant les préoccupations sociales de l'époque au détriment de la création visuelle. Ceci est logique car le cinéma ne pouvait ignorer la crise économique et sociale, mais surtout, le cinéma allemand ne pouvait rester aveugle face aux problèmes politiques qui affectaient alors la société allemande tout entière. De plus,
Suite à la fin de l'inflation, les films étrangers, et notamment américains, reviennent dans les salles de cinéma allemandes, en ajoutant le fait que de grands réalisateurs s'exilèrent aux États-Unis, tels que Murnau, Leni ou encore Lubitsch, qui seront par ailleurs suivis par Fritz Lang en 1934. Le cinéma expressionniste allemand avait déjà perdu son souffle et les studios changèrent de style. Que ce soit chez Tim Burton, avec son Edward, ou bien entendu dans Vincent et Frankenweenie, Stanley Kubrick dans Orange Mécanique, ou encore chez Otto Preminger dans Lorrain, de nombreuses facettes de l'expressionnisme se retrouvent chez eux. Le cinéma expressionniste allemand est sans doute l'un des mouvements qui a le plus marqué l'histoire du cinéma. Tellement marqué l'histoire que le cinéma noir et d'épouvante en seront directement inspirés.